Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E no programa Intervalo de Aula desse domingo, você acompanha entrevista exclusiva com o pesquisador doutor em educação Yves Lenoir, professor da Universidade de Sherbrooke e comendador da Coroa da Bélgica. E quem conduz a entrevista é a professora doutora Joana Peixoto, pesquisadora do grupo CADJO. Vale a pena conferir. O programa Mediações de hoje tem o prazer de receber o professor Yves Lenoir. É um pesquisador da Universidade de Sherbrooke, no Canadá, um sociólogo que se dedica às questões relativas à educação. Dans votre travail, vous critiquez l'utilitarisme. Pour paraphraser Paulo Freire, qui interroge à quoi et à qui sert la communication, à votre avis, à quoi et à qui sert l'éducation? Dans un contexte utilitariste, l'éducation sert à la production d'êtres humains au service de l'entreprise. Si on considère l'éducation au-delà de l'utilitarisme, pour moi, l'éducation a comme objectif ou finalité fondamentale de développer un être humain critique, réflexif, qui est capable d'assumer ses relations avec autrui, donc qui est capable de s'affirmer comme être humain singulier, vivant avec d'autres en société. Okay. Oui. Et les conséquences de cela à l'école, à les petits-enfants, les étudiants, les élèves, des conséquences dans l'école? Si l'on se place du point de vue utilitariste, d'abord, la conséquence directe, c'est de penser l'intervention de l'enseignant, l'action scolaire, comme étant une préparation au marché du travail. Et donc, comme conséquence, c'est de considérer que l'élève doit entrer dans un rapport de compétition, de concurrence avec les autres élèves en vue de réussir dans la vie. Ma perspective est que l'éducation n'a pas pour objet de permettre d'abord de réussir dans la vie, mais bien de réussir sa vie, ce qui est totalement différent, c'est-à-dire d'être comme être humain, une personne qui assume des responsabilités dans la collectivité, comme citoyen, comme père, comme parent, et qui a la capacité de développer cette manière de lire la réalité avec une distanciation qui lui donne les moyens de comprendre et d'agir dans le monde. L'école primaire, si l'on parle, l'école de base, que l'on dit, je pense, au fondamental au Brésil, l'école fondamentale doit s'assurer avant tout de faire en sorte que tous les élèves, tous les enfants puissent avoir accès à la même école, de la même qualité, de manière à pouvoir développer leur capacité personnelle, singulière, dans un contexte collectif. Okay. Vous êtes enseignant à l'Université de Sherbrooke, vous travaillez avec des étudiants à divers niveaux, vous menez des recherches depuis combien de temps au Canada, l'Université de Sherbrooke, depuis... É isso aí, nós vamos fazer uma breve pausa e a entrevista continua no próximo bloco. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimento e debatem educação. E continua agora a nossa entrevista com o professor doutor em educação Yves Lenoir. Quem entrevista é a professora doutora Joana Peixoto. O programa Mediações de hoje continua com o professor Yves Lenoir, da Universidade de Sherbrooke. Question par rapport à l'éducation au Canada. Oui. Alors, il est très difficile de répondre, et même impossible de répondre de manière suffisamment explicite concernant l'éducation au Canada, parce que l'éducation relève de chacune des provinces. C'est une responsabilité provinciale dans le partage des responsabilités lors de la création de la Confédération en 1867. Donc, je peux parler de l'éducation au Québec, qui peut être très différente du point de vue du système scolaire, du système ontarien ou du système de la Colombie-Britannique et de tous les autres. Chaque province a son propre système éducatif. La particularité du Québec, au-delà du fait que l'on y parle français, c'est la transformation importante qu'il y a eu du système scolaire au cours des 50 dernières années. Jusque dans les années 50, l'éducation, et surtout l'éducation, même primaire, mais surtout l'éducation secondaire, n'était réservée qu'à une petite élite de la population, les plus riches, dans quelques écoles secondaires de la province. Donc la majorité des jeunes arrêtaient l'école très rapidement, certains vers 7 ans, 8 ans, d'autres à 12 ans. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de profonds bouleversements qui se sont produits avec l'émergence de nouvelles élites au Québec, de nouvelles élites qui ont revendiqué davantage d'importance et davantage de place au niveau politique contre les pouvoirs anglophones. Et ça a conduit à un nombre de rapports qui ont modifié le système scolaire pour rendre l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans pour tous les élèves du Québec, sans aucune exception. Donc tous les élèves vont à l'école de 6 ans jusqu'à 18 ans, au moins théoriquement, parce qu'il peut y avoir des exceptions, d'accord. Et le système scolaire québécois est divisé en un enseignement primaire de 6 ans et un enseignement secondaire de 5 ans, qui, lui, peut prendre différentes formes selon les orientations. À la suite du secondaire, le Québec a créé, et ça c'est unique, une formation transitoire entre le secondaire et l'université pour les élèves de 17 à 18 ans, ce qu'on appelle le collège ou cégep. Je ne pourrais pas vous dire le sens de l'abréviation, c'est le Centre d'enseignement général et professionnel. Voilà. Et le cégep est préparatoire soit à un métier, 3 ans, soit à l'entrée à l'université, 2 ans de formation. Le choix du cégep vient du fait que nous avons considéré les problèmes que vivaient, entre autres, les États-Unis avec des jeunes qui n'avaient pas 18 ans et qui entraient à l'université. Avec la création du cégep, tous les élèves qui arrivent à l'université ont au moins 18 ans, ce qui élimine beaucoup de problèmes, entre autres dans les relations entre garçons et filles, puisqu'ils sont considérés comme adultes. Je dis bien, ils sont considérés. Le sont-ils, c'est une autre chose. Hein? Bon. Et la formation universitaire est de 3 ou 4 ans. La formation universitaire en médecine pour les ingénieurs et pour les enseignants est une formation de 4 années, ce qu'on appelle le baccalauréat. Ailleurs, pour le reste, c'est 3 ans. Évidemment, les médecins, après, ont d'autres formations. On s'entend, ce n'est pas seulement 4 ans. Mais la formation de base, c'est 4 ans.
Ensuite, il y a la maîtrise et puis le doctorat. La maîtrise est normalement de 4 années chez nous. C'est difficile de faire une maîtrise en moins de 4 ans. Et le doctorat, c'est 4, 5, parfois 6 ans. Donc c'est une durée d'études très longue, avec des exigences assez élevées. Ok, ok. Et vous êtes venu au Brésil, dans d'autres, à ces moments-là, Oui. pour être membre du jury de Renata Luisa Costa, qui a défendu sa thèse sur la médiation Oui. à l'éducation professionnelle et technique. Bien sûr que vous avez déjà travaillé avec d'autres étudiants, d'autres chercheurs brésiliens. Peut-être que vous savez aussi que nous sommes en train de discuter le plan national d'éducation. Oui. Bon, est-ce que je profite pour vous demander, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation au Brésil à ce moment-là? Quelle impression vous avez? Mon impression pour le Brésil, mais aussi pour d'autres pays d'Amérique latine, est le fait qu'il y a une sensibilisation plus grande aux études supérieures. Je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes, particulièrement au Brésil, mais ce n'est pas exclusif. Des problèmes d'inégalité sociale, des problèmes d'exclusion, etc. Tout le monde connaît bien ces réalités. Il y a une certaine sensibilité qui se produit. Le problème est de savoir si les modifications qui se produisent s'inscrivent dans un courant qui serait centré sur le développement de l'être humain ou sur un courant qui serait centré sur la préparation exclusive au marché du travail. Et pour moi, ça c'est l'enjeu majeur actuel dans les systèmes éducatifs et entre autres dans le système éducatif supérieur. Que vise-t-on? Et ça c'est pour moi la vraie question. Que vise-t-on? La formation d'un être humain qui est épanoui, qui peut assumer des responsabilités en collectivité, qui peut affirmer de manière réfléchie sa citoyenneté, qui est apte à discuter des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux politiques, qui ne peut plus accepter la corruption, pour prendre un exemple, et donc qui est capable à mettre en œuvre des mesures pour combattre ces dérives. Ou bien, est-ce qu'on cherche à avoir des gens qui sont peut-être hautement qualifiés, mais profondément ignorants, parce que la seule qualification est une qualification professionnelle. Okay. On voit que par rapport à votre conception d'éducation, la formation d'enseignants, c'est quelque chose de très important. Oui. Et vous avez développé, on peut dire, une théorie oui. Qu'on appelle l'intervention éducative, oui. Et où on trouve aussi des concepts, la médiation didactique pédagogique, la médiation cognitive. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu je sais que c'est toute une théorie, mais... Oui, c'est une grande question. Mais si j'essaye de résumer la perspective que je développe, c'est de penser que l'école est un lieu spécifique où la formation est d'abord d'ordre cognitif, mais pas exclusivement. On ne peut pas développer du savoir sans que ce savoir soit inscrit dans des perspectives autres, humaines, sociales. Et donc, il n'y a pas seulement l'instruction, il y a la socialisation qui est aussi importante. Le problème est de savoir de quel type de socialisation on parle. Est-ce que c'est une socialisation de soumission ou une socialisation d'émancipation? Pour moi, l'éducation doit être une socialisation d'émancipation à laquelle le savoir participe. Parce que le savoir rend libre s'il est soutenu par la raison. Et donc, pour moi, c'est une des bases fondamentales des orientations que je développe dans ce livre sur les médiations. Ça signifie aussi que l'élément clé de cette
de cette construction de la pensée repose sur une formation des enseignants. On doit former les meilleurs enseignants possibles avec des hautes exigences, tant sur le plan cognitif que sur le plan des qualités humaines. On ne peut pas faire de compromis sur ce plan-là. Et donc, la perspective ensuite éducative doit être une éducation qui est centrée sur des démarches à caractère scientifique et non pas sur des démarches de sens commun. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour donner mon opinion. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour faire des essais et erreurs. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour fonctionner par tâtonnement empirique. C'est peut-être un point de départ nécessaire, mais l'école ne peut pas s'arrêter à là. L'école, c'est le lieu où on va développer des processus cognitifs qui sont aussi importants que les résultats auxquels on arrive. Donc, les démarches d'apprentissage, de conceptualisation, d'expérimentation, de résolution de problèmes, de communication sont des démarches fondamentales pour permettre la construction du savoir par l'élève. Et là, si j'essaie de résumer ces éléments-là, ce qui suppose pour moi une perspective dialectique, parce que les processus d'enseignement s'inscrivent en tension. Ce n'est pas un courant tranquille et pacifique de la rivière, ce sont des torrents qui bousculent l'eau, qui gicle partout, parce que l'éducation, c'est complexe, ce sont des perspectives de confrontation entre enseignants et élèves, entre élèves, et là, il y a du travail réflexif, du travail de distanciation qui est à faire de manière à pouvoir dégager une compréhension du monde. A assessoria de imprensa está passando por mudanças significativas na era das novas mídias. Para capacitar profissionais nesse cenário altamente competitivo, a Faculdade Araguaia lança o MBA Assessoria de Imprensa na Comunicação Digital. O curso foi estruturado no tripé Gestão, Tecnologia e Comunicação. Faça sua inscrição e garanta o diferencial da sua carreira. Est-ce qu'on peut parler de cette danger, on peut dire, dans un rapport média? Oui. Et c'est l'école qui va provoquer cette médiation. Oui. L'élève, l'être humain, dans sa vie de tous les jours, est plongé dans des exigences de tous les jours. Il est pris par la vie quotidienne. Bon, et c'est normal. Si je commence à réfléchir à la manière de conduire mon auto, je vais avoir un accident. J'ai d'autres choses à faire quand je conduis l'auto que de réfléchir comment fonctionne le moteur, etc., les clignotants, que sais-je. Ça, c'est la vie de tous les jours. Et on travaille dans le sens commun. Je n'ai pas besoin de chimie pour faire une mayonnaise. Pas besoin. Et je ne connais rien à la chimie, hein, même si je l'ai étudié, hein, je le disais ce matin. Mais pour faire une mayonnaise, j'ai besoin d'un bol, d'un fouet, un œuf, de la moutarde, du sel et de l'huile. C'est la base. Et après, on mélange avec le fouet. Bon. Je ne réfléchis pas quand je fais ma mayonnaise, je ne réfléchis pas aux principes chimiques qui font que la mayonnaise prend ou ne prend pas. Ça, c'est ma vie quotidienne. L'école, c'est pas ça. L'école, c'est une rupture avec la vie quotidienne. C'est là la tension. Et c'est là qu'est la tension. Je vais vous donner un exemple aussi, parce que je pense que les exemples parlent plus que le discours abstrait. Mon collègue Bernard Rey, de l'Université libre de Bruxelles, qui est un grand ami, va dans une classe et il veut
faire une démarche d'apprentissage avec les élèves qui implique de la géographie, du français, etc. Donc une perspective interdisciplinaire. Et là, il demande aux élèves, écoutez, quand je vais quitter la classe, je dois aller chercher le train à la gare. Pouvez-vous m'expliquer comment faire? Un élève au fond de la classe lève la main et dit, écoutez, monsieur, ne soyez pas inquiet. Mon père ne travaille pas aujourd'hui, il va se faire un plaisir de vous y reconduire. L'élève n'a pas compris qu'il était à l'école. L'élève s'est situé dans la vie de tous les jours. La rupture n'a pas eu lieu. Donc il n'a pas vu que c'était une situation qu'on lui demandait ou sur laquelle on leur demandait de travailler. Et l'école, c'est le lieu, à partir de situations, moi que j'appelais problématisantes, parce qu'elles ne sont pas problématisées tant que les élèves ne se sont pas appropriés du problème, elles restent problématisantes. Ce sont des situations problématisantes qui doivent faire sens pour l'élève. Et faire sens pour l'élève, c'est répondre à 3 dimensions. Elle doit faire sens au niveau épistémologique. Il faut que ça serve pour le développement du savoir. Il faut que ça fasse sens au niveau ontologique. Il faut que ça fasse sens pour le sujet qui apprend, pour l'élève. Et il faut que ça fasse sens au niveau social, qu'il y ait un ancrage dans la réalité sociale. Si la situation problématisante répond à ces 3 critères, normalement, les élèves vont pouvoir se l'approprier. L'école n'est pas le lieu où on fait la même chose qu'à la maison. Si on fait la même chose qu'à la maison, fermons les écoles. Sont inutiles. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont appris à compter, ont appris énormément de choses sans aller à l'école. Si l'école, c'est seulement apprendre à lire, à écrire, à compter, l'école aussi est inutile. Parce que je peux apprendre à lire, à compter et à écrire sans aller à l'école. Et je racontais l'histoire de cette femme mapuche que j'ai rencontrée à Santiago et qui avait écrit sur son tissage « alphabétisation ». Et alors j'ai commencé à lui dire « mais pourquoi vous avez écrit ça? Pourquoi vous avez écrit alphabétisation ?» Et elle me répond, évidemment on parlait en espagnol, et elle me répond qu'elle l'a écrit parce que maintenant, elle avait autour de 65-70 ans, elle considérait qu'elle était enfin libre. Elle était devenue une femme libre. Et elle était libre parce qu'elle savait lire, elle savait écrire. Au même titre qu'à Cuernavaca, quand j'achetais de la poterie chez des femmes indiennes, ne craignait rien. Elle savait très bien compter, même si elle n'était jamais allée à l'école. Okay. Et donc, il y a là une illusion de penser que l'école, c'est seulement l'apprentissage de base. Pour moi, l'école, c'est pas ça. C'est ça, apprendre à lire, à écrire, mais c'est pas ça. Ça vaut rien si ce n'est que ça. L'école, c'est le lieu où on apprend à réfléchir, le lieu où on apprend à développer une pensée critique, c'est le lieu où on apprend à contester, parce que pour moi, c'est important de pouvoir contester, parce que c'est la preuve qu'on s'est mis à réfléchir. C'est le lieu où on développe une appartenance sociale. C'est le lieu où on développe le respect d'autrui. Donc, la reconnaissance de l'autre comme étant un être humain, ça, c'est l'école. Okay. Et donc, il n'y a pas que les mathématiques et le portugais à l'école. Il doit y avoir beaucoup d'autres choses, dont entre autres l'histoire, la géographie, etc., etc. Ok. Vous parlez des finalités de l'école, oui. En plus. Et voilà, c'est la question que vous mettez en avant dans un projet de recherche que vous êtes venu, vous êtes invité de la PUC Goiás, justement parce que vous êtes directeur d'un grand projet de recherche qui veut traiter de cette question. Vous pouvez nous parler de ce projet? Oui. La question des finalités ne m'a jamais intéressé, jusqu'à un certain temps. Je me suis intéressé à la question épistémologique.
donc au rapport au savoir de la part des élèves, de la part des enseignants. Et la question des finalités est venue à moi. Je n'ai pas été aux finalités, elles sont venues. Elles sont venues par les analyses que j'ai faites des pratiques d'enseignement. J'ai constaté qu'il y avait un problème profond au niveau des finalités que proposait le ministère de l'Éducation. Instruire, socialiser, qualifier. Et une incompréhension totale de ce que voulait dire instruire, de ce que voulait dire socialiser et de ce que voulait dire qualifier. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le ministère le comprend lui-même. C'est une autre histoire. Bon. Et donc, à partir de là, bien, on s'est mis à travailler ces questions-là et de s'apercevoir, en fait, que, après avoir analysé plus de 500 publications, en espagnol, en portugais, en anglais, en français en particulier, mais dans d'autres langues aussi, on a constaté que toutes ces publications-là reposaient uniquement sur des conceptions idéologiques défendues par les auteurs, ou des conceptions politiques défendues par les gouvernements, ou des conceptions économiques défendues par les puissances financières. On s'est dit, mais c'est quoi les finalités? Que pense monsieur et madame tout le monde? Que pensent les enseignants? Que pensent les parents? Que pensent les associations, les organismes? Et là, on a mené quelques recherches préliminaires, entre autres dans les centres d'achat, où on allait questionner monsieur et madame tout le monde, et qui nous ont amenés à nous dire, mais c'est une question qui est fondamentale. Les valeurs que l'on veut mettre de l'avant quand on pense l'éducation des enfants. Quelles sont ces valeurs? Quelles sont donc ces finalités? Et avec évidemment la dimension épistémologique qui est en arrière. Mais la question des valeurs, des enjeux sociaux, éducatifs sont fondamentaux. Et c'est comme ça qu'avec des collègues, bon, au départ c'est avec une collègue de l'Université de l'État de São Paulo que ça a démarré, l'idée, mais après, je l'ai abandonné pour différentes raisons. Bon, et là, avec des liens avec des gens que je connais dans les différentes entités territoriales, dans les différents pays, eh bien, j'ai demandé à chacun s'ils étaient intéressés, etc. Et on a fait différentes réunions pour arriver actuellement à ce projet que l'on va déposer le 1er novembre prochain ou plus tard. Voilà. C'est la demande finale. La demande préalable a été acceptée. On a été classé 10e sur 100, donc on a un bon espoir d'obtenir la subvention, mais là, rien n'est jamais sûr, hein, tant qu'on ne l'a pas. Et on va, donc on travaille maintenant à l'élaboration de ce projet qui porte sur les représentations des finalités éducatives scolaires de manière comparative, donc d'un point de vue international, mais comparatif, dans les différentes équipes des différents pays constitués et auprès de l'ensemble des types d'acteurs qui peuvent dire quelque chose là-dessus. Ok. Bon, je vous remercie beaucoup. Ça a été un plaisir. Et voilà. Oui. Et pour moi également. Ok. Merci. Bien. Merci. Ok. A nossa equipe do Intervalo de Aula agradece a produção da professora Renata Costa e também a entrevistadora professora Joana Peixoto e a entrevista exclusiva do professor Yves Lenoir, que muito enriqueceu o nosso debate nesse domingo. No próximo domingo tem muito mais e eu espero você. Até lá!